J'ai trouvé cet exercice assez difficile parce que face à une maladie ou face à un déficit, comment dire, avantage, inconvénient, je trouve que c'était un peu pas évident. Et donc j'ai plutôt essayé de réfléchir sur ce qui avait été développé et pour les maladies rares et ce qui avait été développé dans la trisomie 21, je dirais, depuis plus longtemps, dans un historique qui est plus long par rapport au mouvement associatif des maladies rares, et de voir un peu plus qu'avantages et inconvénients et d'affronter les deux pathologies, c'était plus de voir comment on pouvait compter les uns sur les autres et s'aider sur tout ce qui a pu être développé par vous, par la trisomie 21, par toutes les actions des associations dans un champ très, très large, et ce que les associations de maladies rares ont également développé. Donc je me suis plus attachée à travailler sur ce qui était complémentaire plutôt que ce qui était contraire, et de s'appuyer sur nos, comme on dit à l'heure actuelle, capacités, voilà. Et ça me paraissait plus positif. Donc juste le temps que vous présentiez les maladies rares, que vous ayez un petit... sans doute qu'hier vous avez eu un aperçu, mais elles sont très nombreuses, entre 6 et 8 000 maladies rares. Elles ont une caractéristique qu'on va pouvoir sans doute, enfin qu'on retrouve dans la trisomie 21, qui est une très grande hétérogénéité au sein des maladies, entre les maladies, mais également au sein d'une même maladie. Même s'il y a très peu de personnes, on va trouver des grandes différences dans l'expression de la pathologie. Et une caractéristique des maladies rares également, c'est très peu de traitements, parce qu'on a 5% de traitements pour nos maladies rares. Donc il y a beaucoup un accent mis sur la recherche thérapeutique. Je viens du milieu associatif. Jusqu'à le mois de juin dernier, je présidais une association dans les maladies rares qui s'appelle VML, Vaincre les maladies lysosomales. Et puis je me suis très vite intéressée à l'éthique de la santé. Et donc depuis 5 ans, je fais partie du comité d'éthique de l'INSERM au titre des associations. Et je suis membre du conseil d'administration de l'Alliance de Horordis, qui est notre fédération européenne des maladies rares, et puis également du comité de déontovigilance du LEM. J'ai dans mon histoire, et donc j'ai une grande bienveillance, je l'avoue, avec les médecins, parce que voilà, j'ai un frère qui est médecin, qui avait fait lui-même sa thèse sur une de nos pathologies, alors qu'on n'avait on n'avait aucun cas dans la famille. Donc c'était le hasard de la vie. Donc mon travail, ma recherche, c'est ma famille, et j'ai eu 2 enfants atteints de maladies rares, et dont l'un est décédé en 2006 et l'autre en 2014. Et depuis 2015, je travaille pour la filière Handiras, anomalie du développement et déficit intellectuel rare, avec le professeur Laurence Fèvre, et j'ai la joie de retrouver à toutes nos réunions associatives et de travailler avec Jacqueline Landon, qui est très moteur pour nous apporter des idées, et notamment tout ce qui est autour du FALC, qui est très important. Donc, maladie rare, trisomie 21, je dirais qu'il y a un accompagnement autour de problématiques communes pour des personnes toutes uniques. C'est vraiment l'idée que, en fait, il y a une singularité de l'accompagnement, et ça va pas être un gros groupe à accompagner, et que chaque personne va faire qu'on va avoir un accompagnement spécifique, et également en fonction des familles qui sont autour, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc il y a un accompagnement qui va être social. On est sur les sujets de la scolarisation, de l'aménagement, des droits sociaux, de l'emploi, de l'emprunt, de l'inclusion. Ça, je sais que tous vos mouvements je dirais issus autour de la trisomie 21 portent énormément, a beaucoup fait avancer les choses autour de l'inclusion, et pas l'intégration, justement, c'est l'inclusion, c'est-à-dire que on forme un seul tout, et c'est pas un corps étranger qui vient se mettre dans ce qui est le vrai, mais non, on est tous solidaires les uns avec les autres dans une même société. Le médical, l'information sur la pathologie, il y a quand même besoin d'avoir un suivi, une orientation. Alors nous, la question génétique se pose beaucoup dans les maladies rares, parce qu'il y a 80% d'origine génétique dans nos maladies rares. Donc la prise en charge et son évolution. On verra que ça, c'est un des gros soucis qu'on a dans nos maladies rares, c'est que l'évolution de nos maladies est, je dirais, peu connue, ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie, est très insuffisamment renseignée.
du fait de très peu de cas. Ensuite, la recherche avec la question des financements, des traitements, et l'idée de ne pas être abandonné parce que, n'ayant pas de thérapeutique, d'être laissé dans son coin. Donc on voit bien qu'il y a une articulation médico-sociale et recherche qui est absolument à avoir. Il y a tout un continuum entre du diagnostic jusqu'à l'accompagnement dans le parcours de vie. Et puis la recherche également de soutien psychologique. Et là, la place des associations est essentielle dans le fait d'échanger, partager entre les familles, avec les professionnels, parce que je pense qu'on est tous engagés pour une même chose et on a le même combat et ce qu'on veut, c'est le bien le mieux possible de nos enfants et de nos adultes et qu'ils soient le plus heureux possible. Donc le contexte des maladies rares, simplement la particularité, c'est une très grande errance de diagnostic. Donc quand on parle de tout à l'heure avantages et inconvénients maladies rares, trisomie 21, je dirais que c'est notre inconvénient majeur, c'est qu'effectivement la trisomie 21 va pouvoir avoir un diagnostic quand même rapide. Et nous, on peut avoir de longues années sur une errance de diagnostic importante. Donc une information limitée, à la fois complexe à donner, justement par rapport au manque de connaissances, par rapport à ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. Et puis, on a beaucoup dans nos maladies rares la question des données et le fait qu'on ait insuffisamment de données sur nos maladies, comme elles sont très rares. Donc on a en permanence un croisement entre le soin et la recherche qui se fait et on ne peut pas séparer le soin de la recherche dans les maladies rares. Donc une grande dispersion géographique de tous nos malades et un manque de financement avec ce que j'expliquais, 5% de traitement pour environ 7000 maladies rares. Donc dans les avantages, c'est pour ça que j'ai mis des petits points d'interrogation, je dirais que effectivement, Jacqueline, je pense, voulait me faire réagir sur le plan, les plans maladies rares qu'on a pu avoir. On a eu une genèse de notre mouvement maladies rares qui est parti avant même nos plans, qui a été vraiment axé sur l'accès à des thérapeutiques. Et il y a eu le premier règlement européen pour le médicament orphelin, qui était en 1999, on a bientôt fêté ses 20 ans, et qui était incitatif pour que les industriels s'intéressent à nos problématiques, avec, je dirais, des phases 1-2 raccourcies d'essais cliniques, avec des brevets qui sont plus longs. Donc il fallait, comme ça allait intéresser que très peu de malades, il fallait que les industriels puissent avoir un intérêt à travailler dans notre champ. Donc peut-être que c'est un avantage qu'on pourrait dire par rapport à nos maladies rares, je ne sais pas, mais on a eu depuis 20 ans un côté très incitatif pour les industriels qui s'intéressent de plus en plus à nos maladies et qui cherchent des traitements. Donc c'est plutôt positif. On a eu avec nos premiers plans et deuxième plans la création de centres experts vraiment identifiés par rapport à nos maladies, ce qu'on appelle les centres de référence, centres de compétences. On a bien vu l'insuffisance de données, donc il y a eu une volonté politique de créer la Banque nationale des données maladies rares, la BNDMR, afin de mieux connaître l'épidémiologie de nos maladies, son histoire, à quel âge le diagnostic se fait, il y a également tout le suivi médical, mais il y a un champ, je trouve, qui manque, et j'en ai souvent discuté avec les personnes de la BNDMR. Tout le champ médico-social est absent de ce volet-là. C'était très médical, mais à chaque fois, ce qui manque, et je pense que c'est ce que avantage et inconvénient, trisomie 21, PNA, plan maladies rares et maladies rares, ce qui manque, c'est le côté médico-social, et je pense que vraiment, dans le champ de la trisomie 21, vous êtes très certainement bien en avance de nous sur toutes ces problématiques-là. Donc simplement pour voir des comparaisons, le parcours adapté à la personne. On voit bien que c'est ça le gros sujet.
Donc dans le futur troisième plan maladie rare sur lequel on travaille depuis presque 2 ans et on espère avoir bientôt sa sortie officielle, je peux dévoiler quand même des axes qui ont été réfléchis à l'intérieur. Le premier s'adapterait tout à fait pour la trisomie 21, qui est l'idée du parcours de vie et le fait d'avoir un parcours de santé, un parcours médico-social qui soit à la fois efficace et lisible, et le fait qu'il puisse y avoir dans des parcours de vie avec nos maladies des tâtonnements, des difficultés, des manques d'informations, et on s'aperçoit que l'idée c'est vraiment de réduire le plus possible la précarité, les vulnérabilités, les inégalités, et j'ai mis recherche et soins parce que en fait je trouve que c'est un champ qui reste à développer de plus en plus, la recherche en sciences humaines et sociales, et cette recherche en sciences humaines et sociales, elle est très importante pour pouvoir mieux construire ce parcours adapté à la personne. Et donc moi je suis une ardente défenseur de ce sujet-là, et on voit que la CNSA porte des projets qui sont quand même avec des visions très concrètes dans le futur, et on ne peut que s'en réjouir, et la CNSA depuis quelques années finance les projets de sciences humaines et sociales dans le champ des maladies rares. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous a été très utile et qui n'existait pas avant. Et donc, avec à chaque fois, il faut se poser la question de la personne directement concernée, comment, dans la réflexion sur des parcours de vie, etc., on prend en compte ses préférences, ses attentes, et ces projets de sciences humaines et sociales nous aident vraiment à construire ces chemins le mieux articulés possible. Et puis c'est toute cette idée de l'articulation entre la ville et l'hôpital, des réunions de concertation, du mode à la fois et du dossier médical du patient, on va y arriver, j'en suis sûre. Ça fait très longtemps qu'on en parle, mais il peut y avoir un vrai atout d'avoir ce parcours multidisciplinaire où enfin toutes les personnes qui vont suivre nos adultes ou nos enfants vont pouvoir s'écouter entre eux et pouvoir se coordonner. Après, je dirais que l'axe 2 du troisième plan maladies rares est plus spécifique aux maladies rares parce que on a un gros souci, nous, par rapport au diagnostic. Beaucoup dans le champ, dans la filière handies rares. On a, par la BNDMR, on sait combien de personnes sont suivies, donc il y a 200 000 personnes, la file active de la filière. Les médecins ont vu 200 000 personnes. Et sur ces 200 000 personnes, on a un peu plus de 50% de ces personnes qui sont sans diagnostic. C'est-à-dire qu'on voit très bien le diagnostic clinique. Hein. On voit qu'il y a un problème, mais on est incapable de pouvoir trouver l'origine de la pathologie, quel est le mécanisme, je dirais, physiopathologie qui conduit à cette pathologie. Et donc, on est, nous, beaucoup sur la recherche avec les nouvelles techniques de diagnostic de façon à pouvoir mieux connaître ces maladies. Et en même temps, on construit, même sur ces champs du séquençage de débit, de l'exome, du génome, pour pouvoir donner un nom à ceux qui sont sans diagnostic, on a l'idée à chaque fois de savoir quelles sont les préférences des personnes directement concernées, qu'est-ce qu'ils attendent de ces nouvelles techniques, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme retour d'information, et à chaque fois il faut pouvoir construire comme ça, pas à pas, avec les personnes directement concernées. Donc la pyramide des maladies rares, notre spécificité, c'est une slide que j'ai eue par Orphanet, Anarat, qui était qui dans nos maladies rares est vraiment l'encyclopédie des maladies rares et qui est un acteur très important. On est à chaque fois avec une médecine de proximité, un spécialiste sur un organe, un centre de référence, un centre de compétences jusqu'au centre diagnostic. Et à chaque fois, vous voyez, on aura toujours l'idée, ce qu'on appelle nous, dans nos maladies rares, la pédagogie du doute. On tient beaucoup à ce terme de pédagogie du doute, et si c'était une maladie rare, parce que le premier et on a une pédagogie à faire, nous, vers les médecins généralistes, vers les médecins de proximité, afin qu'ils puissent orienter le plus rapidement possible vers des centres experts qui peuvent poser un diagnostic par rapport à la pathologie. Donc il y a beaucoup cette idée de rareté qui, chez nous, a des grosses conséquences. Donc je dirais que c'est un gros inconvénient par rapport à nos maladies rares, et on voit que il y a
y a eu des enquêtes de Rordis, notamment par rapport à une pathologie qui s'appelle Ehlers-Danlos, où on a plus de 20 années d'errance de diagnostic et d'absence de diagnostic. Donc on voit bien l'effet délétère d'une absence de diagnostic avec des personnes qui sont encore plus isolées, qui vont voir de multiples professionnels et qui, je dirais, après, il y a un lien de confiance par rapport à la médecine qui peut se trouver altéré, qui peut se trouver cassé parce que on n'a plus confiance dans cette médecine qui a mis tant de temps à mettre un nom sur une maladie. Donc toute cette question de l'information, d'identification des bons médecins quand on connaît pas la pathologie, une aide au diagnostic, et phénotype, génotype, c'est un gros mot, mais en fait on a, et je pense que vous avez la même chose, là pour le coup, avantage et inconvénient, je pense qu'il y a le même sujet pour la trisomie 21. Vous avez aussi, on n'a pas toujours, on a le gène, mais on n'a pas toujours, on sait pas toujours comment ça va s'exprimer, et en fait on s'aperçoit que l'expression, la maladie, les personnes sont très différentes. Donc on a besoin de connaître mieux ce sujet-là, qui donne en plus la recherche reste toujours quelque chose de très important dans ce champ-là. Donc j'ai repris cette information pour vous montrer qu'on a des thèmes communs qui étaient sur l'information, qui me paraît essentiel parce que la question après de l'information en amont, c'est la question du choix, quels que soient les choix à la fois des personnes concernées, le choix des personnes atteintes de maladies rares ou avec une trisomie 21. Donc c'est la question du choix, de quel est le choix que eux veulent faire. Donc comment on favorise un consentement, je dirais, qui soit informé, le fait de pouvoir choisir ce qu'on veut de sa vie pour pouvoir être le plus autonome possible, le fait d'identifier les bons experts. J'imagine que vous avez la même problématique. Il y a l'importance aussi d'avoir des gens qui connaissent bien nos pathologies. Il y a le lien entre le phénotype, génotype, entre ce que l'on voit, la clinique et le gène, mais parce que le gène n'explique pas tout, et de mieux comprendre les mécanismes, je dirais, qui expriment nos maladies. Et puis ces données pour la recherche qui restent très importantes, et dans les maladies rares, la recherche est très très souvent mise en avant. Parfois trop, et je pense que c'est des choses qui bougent grâce notamment à des associations comme la vôtre, c'est-à-dire que la recherche est importante et c'est le nom de... Évidemment, la recherche a un rôle clé chez vous, mais je pense que la recherche, elle n'a de sens que si elle s'articule avec le médico-social et l'accompagnement de tous les jours. Donc simplement, c'est très rapide, mais je vous ai mis pour que vous ayez une idée de ce qu'une personne atteinte d'une maladie rare peut dire de sa maladie, simplement pour avoir une vision. Alors, je pense pas que ce soit un avantage, ce que je vais vous montrer, mais il y aura des phrases par rapport notamment au diagnostic où on s'aperçoit que nous, on peut avoir des diagnostics très tard, et le fait que ce que ça peut faire peser le fait de ne pas avoir de diagnostic. Donc, ce que la personne dit de sa maladie, dans les maladies rares, donc j'ai été diagnostiquée à l'âge de 2 ans et je considère que c'était une chance de l'avoir su si tôt. Ça, c'est une question, 2 ans, chez nous, c'est très tôt, effectivement. J'ai grandi avec, j'ai vécu avec. Lorsque j'ai voulu, alors l'importance des associations de patients dans les maladies rares, c'est quelque chose on a été très moteur pour faire bouger les choses. Et donc, les personnes, je dirais qu'on travaille étroitement avec les généticiens qui, normalement, nous, au moment de l'annonce de diagnostic, font part de l'association en lien avec la maladie et nous présentent. Donc on a un lien quand même avec les médecins qui orientent les familles vers nous. Parce que on a un rôle pour éclairer un peu et pour poser ces fameux choix. J'ai commencé à prendre ma maladie en main, j'ai pris contact avec VML. Je voulais des informations sur la grossesse, la transmission. Lorsque l'on a une maladie génétique rare, il faut savoir se prendre en main et trouver le bon spécialiste, celui qui connaît la maladie. Donc là, je pense que vous retrouvez des choses. Rompre l'isolement, le diagnostic. Vous avez une maladie de Gaucher. En entrant à l'hôpital, je ne m'attendais pas à ce que ma vue bascule aussi brutalement. Pourtant, depuis des années, elle était rythmée par les aléas de ma santé. Mais c'est ce jour-là, à l'hôpital, que enfin on a mis un nom sur un mal qui me rongeait. Depuis,
Pour moi, tout a changé. Je me suis ouvert aux autres. J'ai un besoin énorme de communiquer avec eux. Grâce à VML, j'ai mis d'autres visages sur cette maladie, moi qui me croyais seule. Donc on voit l'importance dans le diagnostic de pouvoir aussi compter les uns sur les autres et de pouvoir se tourner à la fois vers des pairs, pouvoir rencontrer des familles qui ont le même parcours et puis que des enfants puissent après devenir adultes et cheminer avec des frères et des sœurs. Quels enseignements pour les maladies rares et pour la trisomie 21? Je dirais que ce qui est important, pour résumer avantages et inconvénients, je dirais que la synthèse, c'est l'importance d'un dialogue pendant toute la vie, dès l'annonce du diagnostic. Et dans ce dialogue, dans nos maladies rares, mais je pense que, peut-être que vous me direz le contraire, mais je pense que dans la trisomie 21, il y a également le besoin de collecter des données, de mieux comprendre comment la maladie évolue, pour pouvoir faire des liens, peut-être pour faire un accompagnement médico-social qui soit plus ajusté aussi en fonction des besoins. Il y a des choses, des expressions de la maladie qui sont peut-être plus ou moins importantes et qui demandent un accompagnement différent. Donc ça permet d'accompagner, de faire un lien entre la recherche et le soin et la prise en charge, prendre en compte des données de qualité de vie, ça c'est très important, des personnes malades et de leur entourage. Et je pense que, je dirais que mes enfants, à moi, avaient un déficit intellectuel beaucoup trop important pour pouvoir participer à des recueils de données, pour pouvoir donner leur avis, pour pouvoir utiliser une tablette, des choses comme ça. Mais je dirais que toute la communauté des personnes avec une déficience intellectuelle, pour beaucoup, certains sont vraiment capables de pouvoir utiliser ces nouveaux moyens, pouvoir donner leur avis, pouvoir rentrer des données s'ils ont bien dormi, s'ils ont mal quelque part. Et ces données qualité de vie, issues vraiment du patient, je trouve, elles ont un vrai intérêt. Puis elles donnent un rôle aussi à la personne directement concernée et elles valorisent son savoir. Et ça, c'est quelque chose qui est dans avantage inconvénient. Dans nos maladies rares où on a très peu d'informations, on a besoin d'avoir ce savoir. Et je pense que pour ces jeunes et pour ces adultes, c'est important aussi qu'ils donnent leur avis. Et donc c'est de sa part de la même idée où on a besoin de construire ensemble. Et donc de développer le plus possible, je pense, les registres, les cohortes, les bases de données, il ne faut pas en avoir peur. C'est quelque chose de très utile pour avoir un accompagnement même médico-social le plus possible. Donc on voit bien que le soin et la recherche se croisent beaucoup. Et ça, c'est dans les maladies rares. C'était l'objet de ma thèse que j'avais pu faire sur ce sujet-là. Mais c'est pour vous dire que je pense que c'est aussi valable chez vous. On est toutes sur cette connexion, la collecte et le stockage des données pour les registres, le partage des données, la saisie individuelle par le patient, la mise en place et le suivi de ces bases, le retour, ça c'est très important, le retour vers les personnes directement concernées. Qu'est-ce que ces données ont fait qu'on comprend mieux la maladie, informer les patients sur les essais cliniques, quand il y en a, le recrutement. Il y a énormément de champs, je dirais, où dans les maladies rares, on a construit et on a développé des compétences et qui sont tout à fait transposables et que vous avez certainement déjà pu faire également de votre côté pour la trisomie 21. Et simplement pour vous dire que les gens souhaitent participer à ces fameuses bases de données. C'est pas que pour les médecins. Il y a dans nos maladies rares, on avait pu intéresser les personnes. Pourquoi il y a besoin de ces bases de données? Une meilleure compréhension de l'évolution de la maladie, une meilleure connaissance des causes de la maladie, un accès pour les essais cliniques, des découvertes permettant des développements de thérapie, appartenir à une communauté et faire face à la maladie. Donc je dirais derrière il y a des choses très positives, derrière des bases de données qui peuvent paraître très dématérialisées et qui n'ont pas de sens, mais en fait il y a vraiment un sens, je pense, également, j'expliquais par rapport aux soins et par rapport à un meilleur accompagnement. Donc moi, c'était ma question parce que je connais moins bien la trisomie 21 que les maladies rares. Donc je serais intéressée de savoir qu'est-ce qui existe chez vous en base de données, comment ça se croise, comment vous travaillez à l'international aussi, parce que c'est des sujets qui ne sont pas que nationaux et il faut travailler à l'international dans toutes nos maladies parce qu'il y a des très bonnes choses qui se font chez nos voisins. Et puis c'est toute la question des enjeux éthiques, ça je voulais finir par ça, parce que à chaque fois c'est la question d'utiliser
utiliser les données du patient? Est-ce qu'il est d'accord? Il y a besoin d'une adhésion, d'expliquer à quoi ça va servir, pourquoi participer à une bande et à une banque de données. Et puis le consentement éclairé. L'autre jour, Jean-Claude Amezen était aux assises de génétique et c'est vrai que j'ai préféré, il n'aime pas le terme consentement éclairé, je comprends assez bien. Et en fait, il faut beaucoup plus parler de consentement informé. Et on voit bien que et d'ailleurs en anglais c'est informed consent. Et donc c'est l'idée de toute cette information qu'on va devoir donner en amont. Elle est importante pour pouvoir recueillir ce consentement. Donc reconnaissance de l'enjeu majeur des bases de données, entre bienfaisance et non malfaisance, ça c'est des gros mots de l'éthique, mais qu'on peut simplement traduire avec information et formation. On a besoin de former aussi je dirais les personnes directement concernées, les personnes touchées par la maladie, mais les aidants, mais aussi les professionnels. De pourquoi c'est important que le patient s'implique dans ces bases de données et donne son avis, comment ça donne de la qualité de pouvoir recueillir ces données. Et puis toute la question, évidemment, au niveau éthique, de la confidentialité et de la sécurisation des données. Je vais passer rapidement là-dessus, mais pour nos maladies rares, avantage, je dirais, on a Orphanet qui a été très moteur, qui l'est toujours. Donc vous pouvez aller voir sur ce portail d'information qui est un peu comme une encyclopédie des maladies rares. J'ai pas tapé trisomie 21, mais il faut que j'aille voir un petit peu ce qu'ils disent. Et donc l'idée c'est de faire le lien avec toujours pareil la clinique, ce que l'on voit de la maladie et aussi ce que est le gène. Donc cette idée aussi de passer entre le soin et la recherche. Donc ça, j'y suis bien revenue. La transparence, la confiance, essentielle. Favoriser les partenariats pour améliorer le diagnostic, ça c'est notre enjeu majeur. L'accès aux thérapeutiques avec les associations de malades. Je pense qu'on sera plus efficace dans ce champ-là qu'en construisant avec les personnes directement concernées et les associations. On est association comme des vecteurs de transmission. Je dis toujours qu'on est là pour pouvoir après diffuser cette information dans un sens et dans un autre. Il y a vraiment une réciprocité et on doit bien expliquer quand même la différence entre le soin et la recherche. C'est des choses importantes par rapport au consentement. Et puis il y a également toute une transparence parce que derrière, quand on va parler de thérapie, on va avoir des médicaments, on va avoir des industriels. Donc ce qui est important, on a besoin d'eux, c'est une évidence, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une transparence éthique et chacun à sa juste place, chacun a un rôle à porter et comme ça qu'on sera le plus efficace. Donc la vulnérabilité au cœur des maladies rares et au cœur de la trisomie 21, il faut voir un peu au sein de cette vulnérabilité, toujours dans ce champ éthique, on a l'idée de l'autonomie. Je vous ai expliqué avant l'importance du patient expert, de l'empowerment, la capacité de faire des choix, le partage d'expérience, la confiance en soi. C'est quelque chose qui valorise, de se dire ah ben, on a besoin de mon avis, on a besoin de mon avis compte, donc ça c'est important. La bienfaisance, donc je l'ai expliqué par l'information, la qualité des outils qu'on va donner. Il faut qu'ils soient adaptés, il faut qu'ils soient construits avec les personnes concernées. Dans notre filière Handirare, on va développer des programmes d'éducation thérapeutique du patient, de TP, et j'ai eu quelqu'un récemment qui est un adulte avec une trisomie 21 et qui est lui-même médecin et il y a l'idée et je pense que Jacqueline sera sollicitée pour peut-être participer, on a l'idée de revoir, de construire des outils pour les personnes dans l'idée de la transition. C'est également important quand on passe d'un service à l'autre de comprendre pourquoi on a cette transition ou d'un établissement à un autre et on veut construire des outils en FALC avec adaptés mais pour les personnes, pas pour les parents, pour les personnes directement concernées. Donc on a besoin de qualité des outils. La singularité de la relation, je pense que toutes nos familles, on est tous différents dans cette relation avec nos médecins. Là je me vois du côté médical et il y a besoin de pouvoir s'adapter à nos différences et que le médecin puisse prendre en compte nos choix personnels. Et puis l'idée de cette singularité, c'est équité justice, qui est un accompagnement qui soit adapté
pour tous. Et on a quand même, au niveau de l'équité, nous dans les maladies rares, une des grosses problématiques, c'est un problème d'équité territoriale, avec quand même de très très grosses différences. Mais vous rencontrez peut-être la même chose pour la trisomie 21, avec voilà, des personnes qui peuvent être très isolées parce qu'il n'y a pas forcément le professionnel ad hoc à côté. Donc ma dernière slide qui est sur le partenariat et la collaboration, simplement pour vous dire, dans le médicament, c'était pour reprendre ça, on va parler de la sécurité, on va parler de l'efficacité du médicament, mais ça c'est mon dada, c'est très important, toutes ces données de qualité de vie. C'est à la fois important pour le soin et c'est à la fois important pour la recherche, parce qu'on a besoin de développer, si on développe des médicaments, ils soient vraiment des médicaments qui donnent de la qualité de vie à la personne et qui apportent quelque chose, dont reconnaissance des associations, parce qu'elles ont un vrai rôle de porte-parole, renforcement des valeurs de l'éthique, en informant le mieux possible. On a besoin d'intégrer des cadres avec ces nouvelles recommandations. Et puis l'idée, c'est toujours plus d'autonomie, plus d'information, plus de formation, plus d'équité pour un accompagnement le mieux possible. Et je pense que avantages et inconvénients trisomie 21 et maladies rares, c'est plutôt, comment dire, pas bénéfice, mais c'est plutôt partenariat trisomie 21, maladies rares et un chemin ensemble à parcourir pour le mieux de tous nos familles, nos malades et puis pour nous-mêmes. Donc c'est cette logique de partenariat, je dirais, interassociative. On a tout à gagner de partager les bonnes choses qu'on a pu faire et avancer comme ça. C'est un peu ce que l'on fait dans notre vie aussi. Si on s'arrête que sur les mauvaises choses, on ne va pas avancer. Et si au contraire on est sur la capacité, c'est l'émerveillement que nos enfants peuvent nous apporter et ce qui nous permet aussi de dépasser et d'aller plus loin. Sans mes enfants, moi je ne serais pas là ce soir aujourd'hui pour vous parler. Donc à chaque fois je les remercie d'avoir été là pour me soutenir dans mon engagement associatif. Voilà, merci beaucoup. Il y aura certainement des questions. Je voulais juste faire un petit commentaire. En fait, il y a 30 ans, la recherche sur la trisomie 21 commençait par des individus qui étaient rares, qui étaient les trisomies partielles, et c'était le démarrage de l'identification de gènes 21. Comme vous voyez, il y avait déjà un peu un objectif relié à aux maladies rares. D'abord, la trisomie 21 est inscrite dans l'ensemble des maladies rares avec le numéro 870 et pas 87, comme je l'ai écrit dans le précédent numéro des nouvelles du chromosome 21. Donc ça a un numéro 870. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, grâce à Anne-Sophie et grâce au fait que j'ai été invitée et que la FRT a été invitée plusieurs fois à des réunions, nous avons pu avoir accès à ce qu'on appelle la carte d'urgence. Vous allez voir dans vos dossiers, et donc il y a une carte d'urgence pour les personnes qui ont une trisomie 21 et qui peuvent avoir un accident de la circulation et qui ne peuvent pas s'exprimer ou exprimer ce qu'ils ont de façon tout à fait adéquate. Et encore, grâce à Anne-Sophie, nous aurons cet après-midi, puisqu'elle a posé une question sur les registres, nous aurons cet après-midi quelqu'un qui représentera Génida et qui fera l'ouverture du registre français, voire européen, il vous le dira, sur la trisomie 21. Mais pour ceux qui sont là, qui peut-être en savent plus, il y avait un registre ouvert aux États-Unis par l'intermédiaire de je ne sais plus quelle association, et je ne sais pas ce que ce registre aux États-Unis a donné. Je réponds un peu à la question, mais en tout cas, pour ceux qui seront là cet après-midi, mais pour ceux qui ne seront là que ce matin, je voulais vous dire qu'il y aura une ouverture en France grâce à Anne-Sophie, puisque j'ai invité, je sais plus son prénom, Colin,
Florent Collin du laboratoire de Strasbourg, de Jean-Louis Mandel. Et donc voilà, les choses avancent et tout ce qu'on peut apprendre des maladies rares, c'est extrêmement important. Alors moi j'ai une question à vous poser. Comment, quand on a une maladie rare et une autre pathologie, comment on fait la différence? Et maintenant qu'on sait en gros qu'un gène qui provoque une maladie rare dans un organe donné risque de provoquer quelque chose ailleurs sans qu'on sache trop, comment on fait avec vos spécialistes? Parce que ça nous concerne aussi beaucoup dans la trisomie 21. Je pense que c'est une question de recherche, c'est-à-dire que dans les maladies que je connais un peu mieux rares, qui sont les maladies lysosomales, qui étaient les maladies de mes enfants, on a un peu plus de 50 maladies, et dans ces 50 maladies, on a découvert que les patients qui étaient atteints de la maladie de Gaucher, en fait, avaient beaucoup plus de la maladie de Parkinson. Et on n'a pas compris pourquoi. Et en fait, l'explication de la physiopathologie, la chimie, a permis de relier, en fait, dans tout le mécanisme de dégradation de l'enzyme, etc., le fait d'avoir des suivis, le fait d'avoir des banques de données, d'échantillons biologiques, a permis d'expliquer une autre maladie, là, en lien avec la pathologie. On a eu le même chose pour un mélanome particulier par rapport à ça, la même explication. Après, je pense qu'il faut aussi accepter le hasard qui fait que, voilà, on a, je veux dire, dans mon histoire personnelle simplement, j'ai eu donc 2 enfants atteints de maladies rares. Et notre aîné, j'en parle rarement, Jacqueline, mais en fait notre aîné n'était pas du tout atteint d'une maladie rare. On n'a pas eu de diagnostic, c'était pas la même maladie, et il est décédé aussi à 3 ans, et pourtant ça n'avait aucun lien. Donc on peut aussi avoir 2 maladies très graves, mais qui n'aient aucun lien entre elles, et ça c'est sûr. Voilà. François Vialard, je suis responsable de la plateforme de génétique à Poissy. Donc c'est vrai qu'en fait, bon, nous on s'intéresse aujourd'hui effectivement à la trisomie 21. J'en discutais avec Damien avant-hier soir sur le sujet, puisque je l'ai raccompagné, évidemment, à la maison. Et c'est vrai que en fait ça intéresse beaucoup de monde. Le problème c'est que ça quand on cherche les financements, il n'y en a pas. Et c'est ça le problème pour la trisomie 21, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des financements. Moi je serais tout à fait d'accord de faire des registres. On a créé un registre, par exemple, l'Université Fédération Saint-Quentin-en-Yvelines a créé le registre Constance. Donc on est capable, en fait, de voir le suivi des personnes, ce qu'on fait sur les individus normaux. Donc en fait, pourquoi ne pas promouvoir, en fait, par exemple, pour cette pathologie, pourquoi ne pas promouvoir effectivement la création d'un grand registre où on a le suivi des individus pendant des années. Moi je serais extrêmement intéressé par ce genre d'approche, puisque en fait on aurait une épidémiologie extrêmement fine. Aujourd'hui on n'a pas vraiment de données épidémiologiques. Elles sont fiables pour la trisomie 21, mais sur l'évolution en fait des choses. Et je pense que ça serait quand même extrêmement important. Ça c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, c'est que pour la recherche sur la trisomie 21, faut être clair, il y a quasiment rien. Donc si nous on a décidé effectivement d'accorder une thématique majeure dans notre centre, c'est parce que justement, déjà là ça nous intéresse à la base, mais je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a une errance quand même en Île-de-France, non mais thérapeutiques, mais de la prise en charge. C'est-à-dire qu'en Île-de-France, il y a la Fondation Le Jeune, Institut Le Jeune, pardon, c'est un lapsus révélateur peut-être, l'Institut Le Jeune, et puis c'est tout. Oui, non mais bon, mais qui les envoie? Donc c'est vrai que pour ça que nous on a décidé effectivement de créer un centre, un centre de prise en charge des individus qui ont une trisomie 21, que ce soit enfants ou adultes, mais quand même il y a une errance, à mon avis, qui est nette. Et moi je pense que quand on regarde même nos confrères, que ce soit les ORL, les ophtalmos, en fait, ils sont pas sensibilisés. C'est vrai que naïvement, je pensais que du fait de l'historique et de l'importance quand même de la population, je pensais qu'il y avait quand même quelque chose de beaucoup plus construit au niveau du parcours médical, etc. Donc on est dans le même champ, donc avantage, inconvénient, on est vraiment dans le même champ, maladie rare et
Alors je me présente, je suis Monique Jésuran-Perel-Roizen, je vous parlerai après de mon sujet, mais je suis endocrinologue pédiatre et à ce titre, il y a donc j'ai 30 ans, un peu plus de 30 ans, 35 ans d'expérience de la prise en charge des trisomiques et c'est pas pour vous parler précisément de ma prise en charge, mais de l'évolution des choses. C'est-à-dire il y a 35 ans et pendant 35 ans jusqu'à très récemment, les seules personnes qui s'intéressaient à faire évoluer la prise en charge, les traitements, les maladies, c'était les parents, les associations. J'ai été conviée à venir m'occuper des enfants trisomiques par l'association Le Geste 31 de ma ville, hein, je suis de Toulouse, et c'est par là que j'ai appris la trisomie. D'abord, je l'ai pas appris à l'université quand j'ai fait mes études de médecine. Voilà, donc on m'a jamais parlé de ça, sauf pour dire que il y avait un chromosome en plus et qu'ils avaient une liste de maladies, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. On nous a rien appris d'une façon générale sur le handicap et les maladies rares de mon temps, je sais pas maintenant, mais on n'en parlait pas. C'est pareil, voilà, je crois. Voilà. Bon, donc simplement dans l'évolution des choses, pendant ces 30 années où je me suis occupée de ces enfants, j'ai appris à leur contact. Donc c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est en écoutant les familles et les enfants eux-mêmes que j'ai appris un petit peu mieux leurs problématiques. Donc tout ça c'est empirique. Et il n'y a aucune recherche là-dedans clinique. D'autre part, ça, alors pour pondérer un petit peu le désagrément de cela, il faut quand même savoir que l'espérance de vie avant était plus courte que maintenant et que on s'y intéressait, enfin on essayait de faire au mieux en attendant que ça passe. Je provoque un peu, mais c'était un peu ça. Et donc, l'Institut Le Jeune, moi c'était les seuls que j'avais comme interlocuteur, je me suis un peu intéressée à ce qu'ils faisaient, puisque vous savez qu'ils faisaient certaines choses, certaines thérapeutiques. Je n'ai jamais eu aucune publication scientifique tenant la route. C'est pas pour les critiquer, ils faisaient des choses, mais c'était toujours de l'empirique, même là. Et ça a changé depuis peu. Depuis peu, où on a la génétique, donc ça va faire le pendant avec ce que vous disiez. Et maintenant qu'on sait que le chromosome 21 en plus, c'est pas uniquement qu'il y a un chromosome en plus, mais on va en parler avec le professeur Magnan et ce que je vais dire. Vous avez entendu parler de dire qu'un A et d'autres choses aussi qui vont autour de ça. Maintenant, on s'intéresse un peu plus à la génétique. Du coup, on intéresse les chercheurs parce que par ce gène, ils vont aussi s'intéresser à d'autres maladies, comme vous disiez, Alzheimer, Parkinson, enfin bon, ce que vous disiez. Et donc maintenant, on est à l'aube d'une nouvelle ère. Parce que les gens, les scientifiques, sont intéressés par la maladie pour d'autres raisons. Et bon, peut-être que la motivation au départ n'est peut-être pas excellente, peu importe. En attendant, les trisomiques vivent plus vieux, donc il faut qu'ils vivent mieux, plus vieux. Et d'autre part, on a beaucoup d'intérêt à les étudier, entre guillemets, et donc ça va apporter beaucoup de choses pour eux. Et ça, j'ai découvert avec le recul et mon petit niveau d'expérience clinique de ces 30 années. Complète juste, ce que je trouve important, c'est qu'on voit l'importance des données, et ce que j'ai voulu un petit peu démontrer, c'est il y a quand même tout un savoir que la personne trisomique a par rapport à sa maladie, et on peut très bien réfléchir à, quand on a des bases de données, à avoir aussi un volet rempli par la personne concernée sur sa qualité de vie, son état, et je trouve que c'est important d'avoir leur point de vue. Mettre mon grain de sel par rapport à l'enseignement. Alors comment dire, je crois qu'il y a plusieurs centaines d'items à l'internat, à l'ECN. Il y a un item sur la trisomie 21, un sur mucoviscidose et un sur l'XFRA. Alors autant vous dire que les étudiants... Par rapport à ce que tu viens de dire, non pas sur les études, mais le suivi longitudinal. J'avais préparé un diaporama que vous aurez peut-être sur le site, mais le suivi longitudinal d'une personne avec trisomie 21 qui a été fait par nos collègues aux États-Unis a permis de montrer que pour une personne ayant une trisomie 21 soi-disant libre et homogène, en fait, qui ne développe pas de démence, enfin de maladie d'Alzheimer ou maladie d'Alzheimer-like, en fait, qui a une délétion du gène APP. C'est une personne avec trisomie 21 qui a été suivie par Ira Lod de l'âge de 2 ans à l'âge de 60 ans, qui a aujourd'hui 60 ans sans détérioration. Donc pour confirmer l'importance du suivi des personnes, et je pense que quand même on a beaucoup de données chez les médecins, dans les hôpitaux, etc., qu'on n'arrive pas à rassembler pour le moment. Merci. Une dernière question. Voilà. Deux questions.
Bonjour, donc Myriam Remarzik, je suis à Montigny-le-Bretonneux, j'ai une petite fille qui a 10 ans. Et en fait, la question est simple. Elle était suivie au CAMS jusqu'à 6 ans, donc par un médecin spécialisé, qui connaissait bien la trisomie 21. Et donc après, là, ce que je voudrais, c'est qu'elle ait un suivi, peut-être un suivi annuel par un médecin qui connaît un peu mieux. Et je vais voir qui. Parce que pour la bobologie du quotidien, je vais voir mon médecin généraliste qui est très bien. Mais je voudrais prendre un rendez-vous et là, je vais voir qui. L'hôpital de Poissy. Je viendrai vous voir après. Alors. Et la personne s'appelle le docteur Rodolphe Dard. C'est le référent du centre de référence de maladies rares. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on parle avantages, inconvénients, trisomie 21, maladie rare, je dirais en tous les cas ce que le premier plan maladie rare nous a apporté, c'est d'avoir une visibilité sur les centres experts par pathologie et votre question, en fait, nous, on la résoudrait pour nos maladies. Moi, je me suis rapprochée du centre expert qui était le plus proche de là où j'habitais, mais on a une cartographie. Quand on va sur Orphanet, on tape le nom de la maladie et on sait quel centre est lié. Donc, on sait que quand on appelle là-bas avec un enfant avec un diagnostic sur telle pathologie, on sera dans le bon centre qui aura été labellisé. Donc, c'est peut-être un des avantages du premier plan maladie rare et des centres de référence qui ont été créés pour avoir cette visibilité. Bonjour, je suis Manuel Prévost-Bouvatier, je suis papa d'une petite fille de 6 ans qui est porteuse de trisomie. Et c'est à la fois une remarque et une question. Mon sentiment, c'est qu'il y a autant de personnes différentes que de personnes porteuses de trisomie 21, et y compris au niveau génétique finalement, parce que le chromosome 21... troisième, en fait, ne résume pas tout ce qui se passe au niveau du génome chez ces individus. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire plus de séquençage de génome et de faire un peu la part des choses entre des choses qui sont effectivement communes avec le troisième chromosome 21 et puis des choses qui sont croisées, peut-être avec le gène MTHFR ou d'autres choses, quoi. Alors, je vais essayer de répondre à la question, en fait. Oui, voilà, merci. Simplement, moi, de mon côté, la seule réponse que je peux avoir, c'est l'importance d'avoir de la collecte de données qui pourra exprimer. Je pense qu'il y a, bon, alors, je vais répondre en 2 temps à votre question. Effectivement, je pense que la base de données, c'est important, puisque c'est comme ça qu'on aura, effectivement, tout ce qui va être, entre guillemets, pathologie associée. Mais il est bien évident, c'est que le chromosome 21, il est à l'intérieur d'un génome. Donc, on est tous dans la salle, on est tous différents. Donc, par définition, le chromosome différent, votre 21 aura un impact différent, puisque maintenant, c'est très clair que ça dérégule tout le génome. Donc, ça peut déréguler plus ou moins des fonctions, en fonction, effectivement, de toute l'expression qu'on a au niveau de nos gènes, puisqu'on a tous une variabilité d'expression de nos gènes. Parce qu'au global, au départ, si on regarde les gènes, on a tous, effectivement, le même nombre de gènes, 25 000 gènes. Le problème, c'est que l'expressivité de ces gènes est variable d'un individu à l'autre. Et il faut regarder aujourd'hui une chose, c'est que on connaît la séquence du génome. Le problème, c'est que pendant des années, on pensait qu'il y avait 3% du génome qui était important, et on vient de s'apercevoir qu'en fait, il y a 100% du génome qui est important. Donc, en fait, on est juste au début. En fait, on pensait qu'on avait la solution, mais en fait, on est au début du commencement de la compréhension. Et donc, en fait, c'est pas uniquement la trisomie 21. Je pense que c'est le génome en entier pour n'importe quel type d'individu. Alors après, il y aura une autre problématique derrière, c'est le contrôle des données. Oui. Et une chose qu'a dit Jacqueline tout à l'heure, que je trouve très important et qui est insuffisamment, c'est bien, on donne ces données, la personne donne ses données, mais il faut un retour annuel, je trouve, global, pas du tout mais à quoi ces données ont servi, c'est la moindre des choses, je trouve, dans un partage de résultats. C'est la cohorte constance. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, les gens, en fait, eux-mêmes, en fait, implémentent leurs données. Alors, il y a des bilans cliniques qui sont faits. Alors, dans la cohorte constante, c'est tous les 5 ans, je pense, mémoire. Mais c'est les gens, c'est eux qui répondent leurs questionnaires. Donc, effectivement, on peut faire des questionnaires adaptés, mais en tout cas, c'est en tout cas une piste, en tout cas, assez intéressante. Alors, on va arrêter là parce que je pense qu'on a pris un tout petit peu de retard. Et je vais juste m'excuser parce que merci beaucoup pour ces échanges, mais je vais pas pouvoir rester longtemps. J'ai des amis très proches à la maison qui sont venus spécialement ce week-end, et donc voilà. Mais en tous les cas, on vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.